Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la progression en binôme et en escouade, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaite rappeler, bien sûr, comme à chaque fois, que je ne suis pas instructeur militaire, que je ne suis pas militaire, que ce que je propose n'est pas adapté aux militaires, et que je m'inspire de certaines progressions militaires qu'on peut trouver effectivement dans des manuels, mais que ça n'a pas pour objectif à se projeter dans le monde réel, d'accord? On est sur une expérience d'airsofter pour les airsofters. Donc c'est inutile de me renvoyer vers des gens qui sont hors dehors du monde de l'airsoft et qui recommandent ceci ou cela, etc., etc. D'accord ? Le fait que nous, on ne risque pas nos vies, que les billes ne soient pas létales et que l'on soit ici pour s'amuser, a forcément un impact considérable sur notre faculté à reproduire des mouvements de professionnels. Là, ce que je vais vous proposer, vous allez voir, il va y avoir des petites vidéos où on se met en action avec Anton et Bonzi, qui sont deux joueurs de l'association, et avec la collaboration de Kamarov, qui est un joueur aussi et qui va porter une caméra. On va avoir Kotkov, qui est un jeune, qui n'est pas encore majeur, qui ne peut pas jouer, mais qui vient en fait faire de la couverture vidéo, qui pilote un drone. Et puis je vais avoir une caméra opposée. Donc on va essayer de vous montrer un petit peu et d'étayer mes propos avec des vidéos où on nous voit en déplacement, mais tout est approximatif, on est des amateurs. Nous ne cherchons pas à reproduire quelque chose qui ressemblerait à un mouvement professionnel. On vous montre ce que nous on fait. Et moi, je vous dis que ça fait 10 ans que je fais du squad leading, donc on dira du pilotage des squads, d'accord, dans différentes topographies, en OP ou en partie. Et c'est cette expérience de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, et des limites de chaque proposition que je vais essayer de vous proposer, d'accord ? Donc, oui, il y a à redire sur beaucoup de choses, mais c'est pas le sujet de corriger ou quoi que ce soit. Moi, je m'adresse au plus grand nombre des joueurs dits solo qui sont en grande difficulté lorsqu'ils sont confrontés à des escouades ou à des groupes organisés. Bien. Justement, le joueur solo, c'est le joueur que j'observe le plus. Et le joueur solo, c'est pas forcément le joueur qui est en dehors d'une association. On a aussi des associations dont les joueurs sous un patch unique fonctionnent comme des solos. C'est pas parce qu'on est 15 dans l'association et 15 sur le terrain avec le même dress code et le même patch qu'on fonctionne autrement qu'un solo plus un solo plus un solo jusqu'au 15e solo. D'accord ? Qu'est-ce que c'est qu'un solo ? C'est quelqu'un qui va souffrir de 4 désavantages. Les 4 désavantages des solos sont les suivants. La première problématique, c'est que moi, je nie la capacité de la quasi-totalité des airsofters à être capable de faire une progression efficace, tout en étant capable de se couvrir lui-même de manière efficace. En fait, il faut choisir. Soit on est posé, on couvre, on est vraiment attentif et on a des capacités d'acquisition et de tir efficaces, soit on progresse selon les principes et les conseils que je vous ai prodigués lors de la revue précédente. Faire les deux est inaccessible pour la plupart des airsofters. Pour ceux qui en sont capables, soit. Mais pour 99% des airsofters, c'est inaccessible. Première chose, très difficile pour un solo de progresser, de se couvrir lui-même, avec tous les risques de chute que moi j'observe. On a le canon levé, on regarde pas ses pieds quand on avance, et on se casse la figure. Deuxième chose, je parle régulièrement d'angle de tir. Là, moi, je vais être efficace de là à éventuellement ici, parce que je suis capable, moi, de désépauler, on en parlera après, et de faire une acquisition avec mon œil non directeur sur mon point rouge. La plupart des joueurs, ils sont comme ça, jusque là. Au-delà de ça, ils vont devoir faire un pivot total, et ça sera beaucoup moins efficace qu'une prise d'épaulé comme ça, surtout s'il y a des bâtiments et des angles de mur et des palettes à gérer. Ok ? Ensuite, troisième chose, le joueur solo arrive seul, ou bien les joueurs solo arrivent au compte-gouttes, et donc il n'y a aucune possibilité d'avoir une dynamique et de créer en fait un effet de sidération. Il n'y a aucun timing. La sidération, elle est fondamentale dans le contexte de l'airsoft. Moi, je ne vais pas m'exprimer sur la réalité d'une prise de bâtiment de manière réelle, dans la vraie vie, d'accord ? Sur une prise de bâtiment, de la même façon que je vous ai dit en parlant des joueurs d'airsoft qu'ils étaient impatients et souvent incapables de maîtriser leur attention plus de 30 secondes, de la même façon, les joueurs d'airsoft sont très exposés à la sidération. D'accord ? Donc, s'ils sont face à un dispositif organisé qui se projette très rapidement dans les 20 derniers mètres
sur leur système de défense, et qui ne sont pas organisés ni coordonnés, il va y avoir une espèce de sidération, d'hésitation, qui fait que, dans ce timing, l'escouade organisée va prendre l'avantage, alors même qu'elle est exposée, ou beaucoup plus exposée que celui qui défend son bâtiment avec ses collègues. D'accord? Donc, si je le prends de l'autre côté, l'avantage d'être en escouade, c'est pouvoir se concentrer soit sur sa progression, puisqu'on s'appuie sur son binôme de ligne ou de colonne. Donc le binôme de ligne, il est sur les côtés. De colonne, il est derrière soi ou devant soi, d'accord? Pour faire, nous, notre progression, canon bas, en se concentrant sur la zone et la topographie, et le relief et l'encombrement qui risquent d'amener la chute. Ensuite, on va pouvoir additionner nos angles de tir, puisque moi, je vais gérer de là à là, puis mon collègue de là à là, etc., etc. Et de l'autre côté, aussi, on se répartit les angles de tir sur la ligne, d'accord? Troisième chose, on va arriver organisé, coordonné, et en surnombre sur l'objectif. Et dernière chose, on va être en capacité, pas toujours, mais le plus souvent et toujours plus que des joueurs solo, de déclencher, de développer une dynamique avec un effet de sidération dans les 20 derniers mètres. D'où l'importance du timing dont on parlera un petit peu plus tard. Alors voilà comment j'ai organisé ma vidéo. Je vais vous passer les petites vidéos qu'on a faites sur le terrain de la TAT, que je salue puisqu'on a été joué chez eux très récemment, il y a une dizaine de jours. Les vidéos qui vont se répartir avec des vidéos de drone, des vidéos dans le mouvement et des vidéos caméra posée de face à l'action. Et je vais vous commenter en voix off ce que l'on doit observer et comprendre de chaque mouvement. D'accord? Je vais vous présenter 3 petites vidéos, et entre chaque vidéo, on revient dans le studio pour faire un petit débrief positif, négatif, mais je vais essayer d'être le plus pédagogue possible. D'accord? Alors, je vais vous présenter quoi? La première vidéo, ça va être notre interprétation d'Airsofter du mouvement dit mouvement en tiroir, progression en tiroir, d'accord? Le deuxième mouvement, ce sera notre interprétation de la progression dite progression en perroquet. Et la troisième progression, c'est celle qu'on utilise régulièrement sur la progression rapide en forêt ou l'attaque de fort dans les 20 derniers mètres, parce que c'est particulièrement adapté quand il y a des différences de niveau très importantes et qu'on est dans le champ de l'airsoft. Il va y avoir donc tiroir, perroquet, et ce que j'ai appelé progression hybride. On passe sur la première vidéo, la progression en tiroir, et on se retrouve juste après pour le débrief dans le studio. A tout de suite. On commence par une photo arrêtée. Gorky et Bonzi sont l'un derrière l'autre, derrière l'obstacle 0. L'idée, c'est de faire une progression en tiroir, de 0 jusqu'à 3 au fond là-bas, sous couverture. D'accord? Donc Bonzi va recevoir un signal, je vais lui faire une petite tape sur l'épaule, voilà. Bonzi va se lever pour protéger ma progression, et moi je vais essayer de grouper en levant bien le devant des pieds pour éviter la chute. Voilà, je fais ma progression et je me mets en couverture en sortant le moins possible mon corps. Là, on voit bien la tape. Bonzi prend tout de suite la couverture. Je me déplace, concentré sur ma progression. Je désépaule à gauche. On le verra un petit peu mieux sur une autre prise caméra. Et Bonzi suit la même trajectoire. Et de nouveau, la petite tape pour m'informer qu'il est arrivé. Et on continue jusqu'à l'objectif. Voilà, je vais vous proposer un autre angle de vue, cette fois de face, pour qu'on voit un petit peu mieux la progression. Caméra posée, on est toujours derrière l'obstacle 0, Bonzi va prendre la couverture, et je vais me mettre en mouvement vers l'obstacle 1, on me voit groupé, la K bien serrée contre moi, et hop, je sors juste ce qu'il faut de mon corps pour prendre une visée confortable. Bonzi me donne le signal, je peux faire le mouvement suivant, il attend que je sois en place, et il va le faire le sien lui aussi. Là, on est dans une ambiance caméra embarquée. De nouveau, voilà, on observe mieux ma progression. Tranquille. Je sécurise mes pas. Pourquoi je relève l'avant des pieds et que j'ai le bassin aussi bas? C'est pour baisser mon centre de gravité et compenser le poids de ma réplique. Je la mets contre moi aussi pour compenser. Je désépaule à gauche, et là je suis gêné par la forme de la KMS. J'essaie néanmoins de prendre une position de confort. Vous avez pu observer, bon, vous voyez, on n'est pas, que ce soit Kotkov ou que ce soit Kamarov, et puis nous aussi, on est tous des amateurs, on a fait tout ce qu'on a pu, alors ça nous a beaucoup amusé, on crevait de choses, c'était épouvantable, il faisait plus de 30 degrés. En tout cas, on s'est bien amusé, et j'espère que ce premier mouvement était à peu près compréhensible, d'accord? Alors, les points négatifs de la progression en tiroir que l'on vous a présentés. 1, on a nécessairement, et ce sera vrai pour
toutes les progressions, une exposition aux tirs latéraux quand on est à plusieurs derrière un obstacle. Vous imaginez bien que celui qui est collé à la palette est beaucoup plus protégé que le troisième de colonne par rapport aux tirs latéraux. D'accord ? D'où l'importance d'avoir sur les côtés, on a la colonne, sur les côtés, les collègues de ligne qui vont nous couvrir sur les côtés puisqu'ils ouvrent les angles de tir. Et on va dire que dans un dispositif vraiment efficace, on devrait réussir à ce que le bout du flanc droit et le bout du flanc gauche ne soient pas du tout exposés et qu'au centre, c'est là où on est le plus fort. D'accord ? Deuxième chose, dans les points négatifs, il y a une difficulté de la prise d'angle de tir à gauche lorsqu'on est droitier. Là, on a fait en sorte que ce soit facile et que Bonzi épaule au-dessus de sa palette, mais il aurait pu être dans une situation où il était obligé d'épauler à gauche d'un mur et on sortirait à gauche du mur. La plupart des joueurs, lorsque le mur leur arrive jusqu'à la gauche, donc on a un mur ici jusque là, l'angle du mur est sur ma gauche, la plupart des joueurs droitiers, qui épaulent à droite, alors que le mur est ici, vont sortir totalement le corps pour épauler, s'exposer totalement, et on risque de perdre l'homme de couverture. Il faut être absolument capable d'épauler soit totalement, c'est-à-dire d'inverser la prise et de tirer côté épaule gauche. Moi, ce que je recommande, parce que quand on a tout le barda, plus la sangle, c'est pas toujours évident, c'est de changer simplement la réplique d'épaule en gardant la prise en main droitier, que de détente, main droite. D'accord ? Ce qui vaut bien sûr quand on est gaucher et on désépaule en passant épaule droite. D'accord ? Donc là, moi, je désépaule et je passe épaule gauche. Alors, très important, la question de l'œil directeur lorsqu'on change d'épaulé. Je suis obligé de vous parler de ça, et ça sera vrai pour tous les systèmes de couverture. Lorsque vous épaulez à droite, et que votre œil directeur est à droite, vous gardez les deux yeux ouverts, et naturellement, l'œil directeur vient chercher le point rouge et la cible en acquisition. Si vous inversez votre épaule, vous allez avoir des difficultés à mettre l'œil droit à peu près dans l'axe, et ça va être très pénible. Si vous gardez les deux yeux ouverts, ça va être un vrai problème. Donc, pour réussir, alors que c'est votre œil gauche non directeur, à aligner le point rouge et la cible, il faut contraindre votre œil gauche non directeur à devenir l'œil directeur. Comment faire ? Il faut fermer l'œil droit. Ou l'œil directeur. D'accord ? Alors attention, quand vous êtes droitier, œil directeur inversé, c'est compliqué. Moi, l'équivalent, si je retire mes lunettes pour que vous voyez mieux, j'ai les deux yeux ouverts à droite, je ferme l'œil droit, d'accord ? Je ferme l'œil droit, et je viens chercher mon point rouge à gauche. Ce qui va me permettre de... Je fais ma couverture à droite, je désépaule, je ferme mon œil droit, je fais ma couverture à gauche. D'accord ? Bien. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez travailler à la maison. Je désépaule, j'ouvre un œil, je ferme un œil, je vois comment le point rouge se déplace. La crosse de la KMS, par exemple, qui est arrondie avec une double barre, est plutôt gênante sur le changement d'épaule, d'accord ? Alors que les crosses triangles ou de type AR15, AM4, favorisent plutôt ce type de changement. Donc, habituez-vous à la maison de fermer les yeux, etc. Quand vous êtes en difficulté pour réussir à faire ce type d'acquisition, ce que je vous conseille, c'est quand vous êtes derrière votre abri, vous changez votre épaule alors que vous ne vous êtes pas exposé, vous fermez l'œil directeur, vous cherchez le point rouge, et là, alors que vous avez le point rouge, vous levez la réplique alors que vous n'avez pas quitté le point rouge de derrière votre abri. Vous êtes derrière votre abri, vous fermez l'œil, vous prenez le point rouge et vous allez chercher sur le côté. Parce que sinon, potentiellement, vous n'ouvrez pas le bon œil, vous ne trouvez pas le point rouge et puis c'est trop tard, vous avez raté votre couverture. D'accord ? Donc ça, c'est sur la deuxième difficulté de la progression en tiroir. Ensuite, c'est lent. Pourquoi c'est lent ? Eh bien parce que vous avez remarqué qu'il faut 2 progressions humaines pour un seul déplacement. Il y a un premier homme qui se déplace à l'obstacle 1, puis un deuxième homme qui se déplace à l'obstacle 1, signal ou vocal, et de nouveau on est reparti pour 2 progressions et un seul déplacement. Donc c'est très très lent. Le point positif, c'est facile à apprendre. Les déplacements sont courts et ils dépendent d'un meneur qui est toujours celui qui choisit l'obstacle et la progression. Donc quand on veut le travailler et qu'on intègre de nouveaux joueurs et qu'on fait un petit peu lors de la pause ou lors de petits entraînements, lorsqu'on veut intégrer des gens, c'est très facile de leur montrer un mouvement en tiroir, puisqu'il suffit de suivre son meneur, de lui dire « je suis arrivé », de couvrir, de le regarder faire. Quand il est prêt, on le rejoint, on a suivi la même progression, on l'imite, on le mime,
et on va être dans le bon mouvement. L'avantage aussi, ça évite la dispersion des joueurs. Et oui, lorsqu'on n'a pas l'habitude de jouer en escouade, et quand on est squad leader, c'est un vrai problème, la dispersion des lignes dans la largeur, en latéral, et la dispersion des colonnes dans la profondeur. À un moment donné, quand on a 8 personnes, pour moi, au-delà de ça, ça commence à devenir compliqué, c'est-à-dire 4 binômes de 2 répartis sur 2 lignes. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et le squad leader derrière. D'accord ? Là, on est à peu près capable de jouer serré sur 20 mètres. 20 mètres, c'est quoi? C'est 10 mètres à ma droite, 10 mètres à ma gauche, 3 lignes, 4 colonnes. Ça, j'arrive à peu près à le piloter de manière serrée. Au-delà de ça, je commence à avoir des joueurs qui bavent sur le côté, j'ai envie de dire qui bavent en dehors du dessin, d'accord, qui sortent du cadre et qui se paument ou qui ne servent plus à rien, d'accord. Donc là, ça a des chances, ce mouvement-là, donc ce mouvement a des chances de vous aider en tant que squad leader, par exemple, à jouer serré. Maintenant, on va passer au mouvement suivant, un mouvement qui est plus complexe, qui nécessite plus d'entraînement, mais qui va avoir aussi des avantages particuliers. Ça va être notre interprétation du mouvement en perroquet. Je vous laisse regarder la petite vidéo. Alors pour le mouvement en perroquet, l'image est un peu plus complexe, on est 3 en bas de l'image, alors j'espère que vous verrez bien sur vos téléphones, Anton, Gorky et Bonzi, et la progression doit se faire de l'obstacle 0 jusqu'au fort, tout au fond, d'accord? Alors on va devoir passer par le 1, le 2, le 3, le 4 et jusqu'au fort. Comme pour la progression en tiroir, Bonzi va se mettre en couverture pour toute la colonne, voilà, c'est fait, et le troisième de colonne, Anton, va commencer à faire sa progression et se mettre en couverture pour le second de colonne. Le second de colonne va faire la même progression, signaler qu'il passe avec une tape ou à voix, je passe, puis faire sa progression personnelle, voilà, jusqu'à l'obstacle suivant, et là Bonzi lui va devoir faire 2 sauts, le premier jusqu'à Anton, le second jusqu'à Gorky, en sachant qu'à chaque moment on peut s'arrêter ou se replier, hein, puisqu'on a un point d'appui avec un collègue à chaque fois, comme quand on est en position en tiroir. Voilà, alors bien sûr on est en accéléré, hein, si on était en réel, Anton n'irait pas si vite, il prendrait le temps d'observer, de choisir son obstacle, là les obstacles sont définis à l'avance, ce qui permet ce déplacement très rapide et évidemment artificiel. Le glissement se fait chacun à son tour, et vous voyez, là on est dans la séquence où on fait plusieurs sauts chacun, puisqu'on est à pleine vitesse et on arrive au fort. De nouveau, on est dans l'ambiance de la caméra de face. Pour vous montrer le petit mouvement, Bonzi se met en couverture, on va avoir Anton qui fait son mouvement, on va voir la longueur de sa réplique, hop, l'a légèrement gêné. Il a une AK-74MN, c'est pour ça que moi je préfère les répliques plus courtes. AK-74U pour moi. Je fais mon mouvement, vous voyez, je passe et j'enchaîne, contrairement au mouvement en tiroir précédent. Et on va avoir Bonzi qui lui aussi passe, alors que Anton a la responsabilité de la couverture de ses 2 collègues. Et enfin, il fait son glissement, puisque on ne le voit pas, c'est hors champ, mais on est tous passés. Là, je vais prendre ma position, et on va voir les joueurs passer les uns après les autres sous ma responsabilité. Et c'est moi qui vais devoir couvrir toute ma colonne. Voilà, les joueurs passent les uns après les autres et se projettent vers l'avant. Et là, on voit de nouveau Bonzi, là, il a fait un signal vocal, je passe. Il se met en couverture et on va me voir arriver. Je m'appuie sur Anton, puis je m'appuie sur Bonzi. Et de nouveau, j'enchaîne vers l'arbre qui est juste après. De nouveau, Anton va faire sa progression et toute la colonne glisse en s'appuyant sur une double couverture. Alors voilà, vous avez vu notre façon de travailler le mouvement en perroquet. Bien sûr, il n'y a qu'une seule colonne de 3 personnes, d'accord ? Mais il faut imaginer plusieurs lignes dans lesquelles s'implémentent des colonnes de 3 personnes ou de 2 personnes. D'accord ? Une colonne toute seule qui fait une progression en perroquet comme ça, c'est pas forcément bien adapté, surtout si on n'a pas de couverture latérale, puisqu'on va être très exposé sur les flancs. D'accord ? Alors, les points négatifs du mouvement en perroquet. C'est difficile de repérer la progression qui sera nécessaire quand on est le
troisième de colonne, ou quand le mouvement s'est lancé depuis suffisamment de temps pour qu'on soit chacun un troisième de colonne. Sur le mouvement en tiroir, bah, on suit un gars, il n'y a pas à réfléchir. Sur le mouvement en perroquet, effectivement, on prend le tracé des différents hommes, mais déjà, on a éventuellement perdu de vue le deuxième tracé, parce qu'on était sur de la couverture, et quand on rejoint les différents hommes, on est responsable, soit, d'un mouvement. D'accord ? Donc il faut qu'il y ait en fait un niveau équivalent de chaque joueur sur les capacités à progresser, les capacités à couvrir, et la capacité à trouver un obstacle. Parce que là, on a tous une responsabilité, on est tous leaders du mouvement à un moment donné. Il faut aussi avoir une agressivité équivalente. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui, à un moment donné, reste enfermé, ait peur que les autres ne le couvrent pas, et déclenche pas le mouvement suivant, coupe le timing, et on perd en fait la fenêtre de tir qui nous aurait permis d'aller à l'objectif. On a un risque de dispersion, puisque le dispositif en fait se déplace beaucoup plus vite, et les colonnes vont avoir tendance à s'étirer beaucoup plus rapidement, et aussi les lignes. D'accord ? Donc, le risque de dispersion, c'est évidemment l'anéantissement de tout le système, et de toute façon-là, on est obligé d'avoir plusieurs lignes et plusieurs colonnes. On ne peut pas faire de progression au perroquet si on n'est pas en escouade. D'accord ? En binôme, ça n'a pas vraiment de sens. Sauf si, comme à la tâte, on a des berges de l'eau, des berges de l'eau, des berges de l'eau, et donc on a des espèces de couloirs comme ça. Et donc, dans les couloirs, si on a des collègues de l'autre côté qui tiennent à peu près la ligne, d'accord, on va pouvoir faire une colonne à peu près organisée. Mais quand on joue à la FBA, par exemple, c'est un grand terrain qui fait 25 hectares, avec des plaines, des bâtiments, c'est très important. La notion de ligne est très importante, et il faut absolument progresser en escouade. La partie positive, la progression est très rapide et très agressive. D'accord ? Puisqu'on a des bonds qui peuvent être très accélérés, donc ça va être forcément adapté, une progression soit rapide lors d'une recherche en forêt, d'accord ? On doit récupérer quelque chose en forêt et on va avoir des lignes qui doivent progresser très vite, parce que de l'autre côté, on a la concurrence d'un groupe qui va progresser éventuellement lui aussi très vite. La plupart des groupes solo vont progresser sur une seule ligne, d'accord ? Lors de l'accrochage avec la première ligne de mon dispositif, on va perdre les deux côtés, eux vont se disperser à gauche et à droite, alors que moi je vais rester structuré. Et c'est aussi très adapté en fait à l'assaut final d'un objectif, puisque c'est rapide et que on est, on va dire, avec un potentiel d'enfoncement et de sidération qui est particulier sur ce type de progression. Alors là, je vais effectivement être obligé de parler de la disposition naturelle d'un airsofter. L'airsofter n'aime pas lâcher une vie, d'accord ? Comme s'il allait mourir pour de vrai. Tous les airsofters savent que quand on va à l'assaut, et même quand ils travaillent dans une escouade, et même nos escouades à nous, on sait tous qu'on ne va pas tous arriver dans le fort. Une partie d'entre nous vont devoir être touchés pour que les autres arrivent, notamment la première ligne. Le souci, c'est que la première ligne n'a pas envie de retourner à 200 mètres avec son barda sur le dos, parce qu'on n'est pas des militaires. Et à la fois, on ne devrait pas craindre les billes, et à la fois, physiquement pour nous, d'être touchés et de retourner là-bas à des kilomètres, c'est pas fun, c'est pas amusant, c'est pénible. Et donc la plupart du temps, on va avoir une première ligne, et même un bouclier, le bouclier qui devrait être le plus agressif, qui bloque, en fait, d'accord ? Qui bloque entre 15 et 20 mètres, tout le dispositif bloque, et là, on va avoir toutes les lignes qui passent en couverture, plus personne n'avance, et on se fait tous sortir les uns après les autres, d'accord ? Donc, nous, chez nous, je continue à le dire, au niveau de la Bradva, ça continue à être un problème. Alors, on n'a pas le temps d'aller travailler et de faire du drill pour pouvoir avoir des automatismes et casser ce genre de choses. On me dit régulièrement, oui, mais quand il y en a un qui se fait sortir, du coup, il n'y a plus de binôme. Non, c'est pas le sujet, d'accord ? C'est un échange que j'ai régulièrement avec Bonzi. C'est pas ça du tout le sujet. Peu importe. Quand à un moment donné, on est dans un mouvement d'emballement, on est sur l'assaut d'un fort, lorsque le squad leader dit « on y va », on y va. Si on doit tous se faire sortir, on se fait tous sortir. Parce que s'il doit en rester 3 ou 4 en couverture, dans l'attente que les autres viennent, ils ne servent à rien. D'accord ? Donc, soit on y va tous, tout le monde se fait sortir, mais on a eu une chance d'y arriver, soit ça cale à moitié et on n'a aucune chance d'y parvenir. Ok ? Donc oui, effectivement, il vaut mieux tous y aller et tous rentrer au spawn pour tous relancer l'assaut de manière correcte, plutôt que d'y aller bloqué dans les 20 mètres et se transformer en un groupe de solo. Nous, régulièrement, au niveau de l'escouade, et je le dis avec humilité et fâchage parfois, hein, au niveau de l'escouade, ça nous arrive de progresser très bien, et dans les 20 derniers mètres, chacun, c'est pour sa pomme, et là, rideau.
j'ai plus d'escouade, quand je dis « Allez, c'est parti », on monte à l'assaut. Ah, ben ça hésite, oui, mais non, moi je suis sous le feu, et moi il y a un truc, mais moi je peux pas y aller. Et on se fait tous sortir. D'accord? Et c'est extrêmement régulier. Alors, ce que je vais vous proposer, là, cette fois, c'est un mouvement hybride, d'accord? Un mouvement hybride que moi j'utilise beaucoup lors des OP, notamment les OP de la TAT, où on a régulièrement beaucoup de choses à faire. Ça va être recherche ou recherche et destruction en milieu forestier. Et c'est difficile de s'organiser avec des gens qui n'ont pas l'habitude de la progression, même quand ils ont l'habitude de jouer en escouade. Et là, on va être sur, on va dire, un pilotage serré par le squad leader. Je vais vous présenter la vidéo. On va être sur quelque chose de relativement hybride, entre le tiroir et le mouvement perroquet, et quelque chose que j'utilise assez régulièrement pour niveler la différence d'agressivité et d'expérience entre les différents joueurs. Encore une fois, je vous laisse regarder la petite vidéo. Nous sommes dans la même position que pour le mouvement en perroquet, une colonne de 3, Gorky, Anton et Bonzi en pointe qui sera responsable de la couverture, et nous devons faire une progression dite hybride du point 0 jusqu'au fort tout au fond en passant par 1, 2, 3, puis 4. Au signal, Bonzi va prendre la couverture de la colonne, je fais mouvement et vous voyez, je lève ma réplique, toujours le même type de déplacement, je fais ma pause qui peut être beaucoup plus longue, et lorsque je déclenche mon mouvement suivant, le seconde colonne déclenche lui aussi réplique levée. D'accord? Tout le monde est attentif à mon action à moi qui déclenche le mouvement suivant. Voilà. Pour des questions d'angle de tir, Bonzi fait une petite pause et on attend deux nouveaux mouvements et c'est parti. Chaque joueur estime en une seconde le moment où il doit décaler, mais on part tous ensemble. On est dans un mouvement d'emballement. Voilà, c'est parti. Chacun doit évaluer le moment où il doit déclencher. J'arrive déjà dans le fort sous la couverture de mes deux collègues. Et de nouveau, on va avoir ce mouvement, la réplique levée et la progression jusqu'au point d'objectif. On est de nouveau caméra de face. On a malheureusement un obstacle en plein milieu qui nous gêne. J'ai mis la vidéo alors qu'on était quand même relativement loin, parce que progressivement on voit ce chassé-croisé des joueurs, et là on est un peu dans la vue du défenseur qui voit partir en diagonale de part et d'autre, ce qui est moins facile en termes d'acquisition qu'un joueur qui vous arrive droit dessus. On voit partir, voilà, je déclenche mon mouvement, et ça y est, on voit les trois joueurs se déplacer, c'est encore un peu lointain. On voit aussi Kamarov sur le côté là, avec sa caméra. Et de nouveau, le chassé-croisé des différents joueurs. Alors, la réplique levée comme ça, c'est assez compliqué, assez physique. Voilà. Puisqu'on doit maintenir son angle de tir et la couverture de ses collègues et la sienne en permanence, en fait. Il faisait très chaud et ce mouvement a été assez compliqué à réaliser. Vous avez observé... Et tout de suite, vous pourriez me dire, ouais, mais là, il y a des incohérences, parce que sur cette petite vidéo, on a vu plein de choses qu'ont fait les joueurs, et qui contredisent ce que tu as dit précédemment. Oui, on est airsofter, et j'ai bien dit que c'était hybride. Par exemple, qu'est-ce que l'on a vu? On a vu des joueurs qui avançaient canon levé, relativement assis, sur les talons, sur la progression, pour éviter de chuter. D'accord? On voit, à la façon de progresser, que l'ensemble des joueurs sont dans une gêne de progression, et anticipent et essayent d'éviter la chute parce qu'ils ont le canon levé. Comme ils se déplacent tout en faisant de la couverture, ils couvrent moins bien que s'ils étaient immobiles, et ils se déplacent moins bien que s'ils n'avaient que leur progression en tête. Oui, absolument. Donc on est forcément dans une action dynamique, très consommatrice d'un point de vue mental, très consommatrice d'un point de vue physique, et qui va être adaptée à des moments très spécifiques. L'intérêt de cette progression, c'est que c'est une progression, moi, que j'organise à voix. Donc vous imaginez, on est en forêt, les deux lignes, moi en troisième rideau, et les quatre colonnes de binôme. D'accord? 1, 2, 1, 2, 1, 2, et 1, 2. On va prendre nos positions, et on va avoir le premier mouvement qui se met en place. Et quand je dis, on continue à progresser, le meneur se déplace, et au moment où il se déplace, le suiveur prend immédiatement le chemin de son obstacle, et se positionne. Chacun couvrant tout le monde en même temps. Alors les défauts, c'est ce que je viens de dire, on a une progression que j'appelle moi en demi-couverture, canon levé, avec évidemment une inefficacité partielle et à la progression et la couverture. On a un risque de chute et de tirs amis.
On a aussi un risque de fermeture des angles de tir, puisque comme on est déconcentré et en surcharge, le stress va faire que on va avoir les lignes qui vont avoir tendance à se regrouper. D'accord? Or, si on se regroupe et que tout le monde a le canon levé, est en train de tirer ou prêt à tirer, à un moment donné, il y a un collègue qui se prend une bille dans le dos, donc il faut bien avoir les deux yeux ouverts. Par contre, on va avoir comme intérêt de la nervosité, de l'agressivité, un système qui va être adapté à un assaut final, ça va être aussi adapté à une recherche en forêt, et ça va pousser les joueurs débutants ou moins agressifs de deuxième ligne à se projeter en avant. Là, dans l'organisation du dispositif, il va falloir mettre devant non pas les plus expérimentés, sauf si ce sont les plus agressifs, mais les joueurs qui hésitent le moins à se faire sortir. Ok? Bien. Et c'est le squad leader qui va dire on y va. Et il sait que sa première ligne va bouger. Parce qu'on a des gens punchy et qui n'ont pas peur de prendre les billes et qui n'hésitent pas et qu'on la niaque. D'accord? La seconde ligne, son job, c'est d'avancer et de couvrir la première ligne. Si tu restes derrière ta palette, tu lâches ton leader et c'est un vrai problème dans l'efficacité de jeu. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est que on réussissait mieux à avoir un effet d'emballement lorsque les suiveurs n'avaient pas le choix du déclenchement, même s'il était partiellement sous le feu. Quand il voit son leader sortir, il doit sortir lui aussi pour aller le remplacer derrière l'abri suivant. D'accord? Moi, j'utilise cette technique particulièrement en forêt, et soit à voix, soit à la radio. Je vais être en troisième ligne, je vais avoir mes deux rideaux, mes 4 colonnes de binôme, d'accord? Et je vais dire, allez, on progresse de 10 mètres. J'ai ma première ligne qui va prendre 10 mètres. Ma seconde ligne, en même temps, va remplacer ma première ligne dans les obstacles précédents. D'accord? Quand je dis on se déplace de 10 mètres vers la gauche, j'ai mes deux lignes qui vont se déplacer vers la gauche. C'est facile. L'homme du centre prend la place de celui de gauche, celui de droite prend la place de celui du centre. C'est très facile. Donc, vers la gauche, vers l'arrière, vers l'avant, il n'y a pas à se demander où est-ce qu'on va aller, parce que les bons arbres, les bons bosquets, les bons trous, les bonnes palettes, les bons abris, les angles de mur ont déjà été choisis par les collègues. D'accord? Ça marche beaucoup mieux que lorsqu'on est dans un ensemble de bâtiments opaques où on a du mal à se distinguer d'une ligne à l'autre. D'accord? Il faut être capable de voir les collègues sur les côtés, devant, et de voir ou entendre son squad leader. Ça m'arrive aussi, lorsque j'ai une information qu'il y a une escouade qui est en visuel, on en a parlé dans la revue précédente, sur une 50aine de mètres sur la droite, de décaler ma colonne, de décaler mon dispositif, ou de pivoter mon dispositif. Toujours sur les mêmes règles. On se relaie et on se refile en fait les obstacles les uns les autres pour ne pas trop réfléchir et trouver sans cesse de nouveaux arbres, ce qui génère de la désorganisation. On peut imaginer aussi que si j'organise une retraite, on va avoir ma première ligne qui, soit dans l'esprit du tiroir, va venir s'appuyer sur la ligne précédente pour se mettre à l'abri par deux, ou qui va venir prendre la place de la ligne précédente, puisque la retraite va s'organiser aussi, comme en système perroquet. D'accord? Bien. Donc, là, moi, je ne suis pas sûr. Oui, mais non, ce que tu proposes, ça ne fonctionne pas, etc. Ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça. On s'est organisé comme ça au niveau de la tâte, au niveau des lignes. Ça a très très bien marché. Tous ceux qui étaient présents, s'ils sont honnêtes, pourront dire que toute la journée, et à part la partie du soir, on était 4 ou 5 contre 5, toute la journée, le système qu'on a mis en place avec les lignes et le travail en colonne sur objectif a été extrêmement efficace. Les joueurs solo en face ne pouvaient pas articuler leur jeu de manière efficace et cohérente dès lors qu'on était organisé. C'était impossible. D'accord? Bien. Et quand on fait des OP, systématiquement, la façon dont on dirige et on pilote et on déplace l'escouade nous permet de valider, sauf, je vous l'ai déjà dit, hein, clairement, dans les 20 derniers mètres, on a un problème. On a un problème que j'arrive pas, on a mis le doigt dessus, ça fait plus de 3 ans, on n'arrive pas à le résoudre, on continue à manquer de joueurs agressifs, d'ailleurs, le recrutement est ouvert. Hein. S'il y a des joueurs agressifs, punchy, qui veulent rentrer dans la première ligne pour tout faire exploser, moi j'ai besoin de joueurs qui sont prêts à cavaler, à rentrer dedans pour vitaminer la première ligne de notre escouade. Je répète que nous, on est une association d'airsoft. Il n'y a pas que des russophiles. Il y a la Bradva, mais la Bradva, elle intègre dans son association des joueurs qui jouent allemands, qui jouent ukrainiens, qui jouent américains, qui jouent français. Il n'y a aucun problème. Hein. On n'est pas une équipe fermée. La Bradva, c'est la Bradva, mais l'AETB Airsoft, ça veut dire que vous jouez comme contracteur et dans le dispositif, et on respecte tous les joueurs de la même façon. D'accord? Bien.
Voilà, pour ce qu'il en est, eh bien, des différents déplacements en binôme ou en escouade. Je vous prépare pour la prochaine fois une revue qui sera un petit peu moins longue et qui va se centrer sur l'organisation de la défense d'un bâtiment ou de la défense d'un objectif que l'on a conquis. D'accord? Parce que encore trop souvent, je trouve que, et ça c'est quand même beaucoup plus facile de s'organiser, quand on n'est pas une escouade ou qu'on n'est pas en association, on est capable, moi ça m'est déjà arrivé qu'on soit deux, et de l'association, et qu'on se retrouve à 10 à défendre une position, et que j'organise la défense de manière cohérente avec des joueurs que je n'ai jamais vus. D'accord? Donc là, c'est aussi un exercice ou quelque chose qui vous permettra de progresser, si vous souhaitez, sans forcément me dire « Ah ouais, mais moi je suis pas en asso, mais moi je suis pas en escouade, mais moi comment on fait ?» Ce sera plus facile de s'organiser sans être dans un dispositif officiel. D'accord? Écoutez, j'espère que vous êtes en forme, que vous supportez bien la chaleur, que vous serez très nombreux sur la partie du 8 octobre. D'ici là, prenez soin de vous et on se voit très bientôt. Allez, au revoir.